Pour moi, la politique, c'est pas réellement un métier, c'est plutôt un engagement. Tout comme enseignante, pour moi, c'était aussi un engagement. Ça fait 25 ans qu'on dit que ce sont des profiteurs, tous des pourris, tous des parvenus. Si je voulais exister médiatiquement, il faudrait qu'à chaque fois que la ministre de l'Éducation dit quelque chose, je dise le contraire ou je dise c'est nul, on peut mieux faire. Moi, je pense que je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas été au Patro. Je suis responsable de l'unité scout de Herve depuis 2 ans maintenant. Quand je visitais une école, je commençais pas par aller dans la salle des enseignants, j'allais simplement dans les toilettes des élèves. Juste pour voir à quoi ressemblaient les toilettes des élèves, parce que c'est un bon signal pour une école quand ça se passe bien dans les toilettes. C'est Aristote le premier à l'avoir écrit. L'homme est un animal politique. Vous, moi, nous appartenons donc tous à cette étrange espèce. Pourtant, les politiques, ça reste souvent eux, les autres. Des drôles de bêtes qui, 23 siècles après le philosophe grec, restent insaisissables et souvent mal aimés. L'objet de ce podcast, c'est bien de remédier à cet échec de la zoologie politique contemporaine. Pendant les prochaines minutes, on vous offre donc un poste d'observation privilégié. Ouvrez grand les oreilles, soyez à l'affût. Voici donc une chance unique d'approcher et d'examiner au plus près une femme politique. Bienvenue dans notre podcast, l'animal politique. Bonjour Marie-Martine Schins. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast qui est produit par le mouvement Les Engagés. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce 2e épisode. Vous êtes donc un animal politique. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que bien que vous soyez encore jeune, vous avez déjà touché à tous les niveaux de pouvoir. Évidemment, on vous connaît pour vos 2 expériences en tant que ministre de l'Éducation entre 2013 et 2019. Mais avant ça, vous avez notamment été échevine de la culture et de la jeunesse dans votre commune de Herve, à l'échelon local donc, puis député au fédéral. Et depuis 2019, vous êtes député au Parlement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, soyez tranquille, vous êtes ici en sécurité, nous ne vous voulons aucun mal. Nous n'essayerons pas de vous dompter et encore moins de vous envoyer à l'abattoir. Tout ce que nous souhaitons, c'est vous observer de près, de très près, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres politiques, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui se cache à la source de votre engagement. Mais avant de se lancer, et pour terminer votre présentation, voici un rapide questionnaire. 3 questions pour mieux vous cerner. Marie-Martine Schins, quand on est une ancienne ministre de l'Éducation, députée dans l'opposition, est-ce qu'on est plutôt donneuse de leçons, distributrice de mauvaises notes pour le gouvernement, ou est-ce qu'on se cache au fond de la classe près du radiateur en attendant que ça sonne ? Aucun des 3. Mais sinon, je dirais quand même plutôt se cacher au fond de la classe. Parce qu'en fait, je déteste donner des leçons. C'est pas parce qu'on a eu une expérience que forcément on sait tout sur tout, loin de là. Et puis, commencer à donner des coups de poing ou des mauvaises notes, c'est absolument pas mon style. Donc, je préfère être simplement une force de proposition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis que je suis là, j'ai rédigé plusieurs textes, notamment en lien avec la lecture, en lien avec la santé mentale des jeunes. Et ces textes, je les ai proposés à la majorité, à la ministre en place. Et j'essaie plutôt d'attirer son attention sur certaines choses à améliorer, plutôt que de dire « ça ne va pas », parce que c'est un peu facile de dire « ça ne va pas ». Et c'est une stratégie qui fonctionne, ça ? Ça fonctionne pas mal parce que ça permet d'abord d'avoir des rapports humains plutôt chaleureux avec les membres de la majorité, même quand on est dans l'opposition. Et puis oui, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a quand même des idées qui percolent. Sur la santé mentale, par exemple, le texte qu'on a proposé n'a pas été voté tel quel, mais par contre, on a mis en place des auditions au Parlement et puis par la suite, on a voté toute une série de mesures et parmi ces mesures, il y en avait que nous avions proposées. Dans la vie, vous direz que vous êtes plutôt sirop de Liège ou fromage de Herve ? Plutôt fromage de Herve, même si en fait je suis très sucrée, mais ce sera plutôt chocolat noir. Et sinon le fromage, j'en mange tous les jours, alors pas forcément du fromage de Herve, mais je déjeune avec ça, j'adore en mettre dans les salades. Et c'est même un plat évidemment que je cuisine chaud, donc dans des quiches par exemple. J'ai d'ailleurs une très très bonne recette de quiche au bouquet des moines, qui est un fromage produit dans ma région également, il n'y a pas que le Herve. Et n'hésitez pas, je peux l'envoyer. Herve, la commune vous tient à cœur. C'est important à vos yeux, la politique à l'échelon local ? Alors pour moi, c'est très important et c'est même la base de tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, à 23 ans, j'étais sur les listes communales avec un objectif, c'était de poursuivre mon engagement dans le secteur associatif. J'étais présidente du Patro, j'étais très impliquée dans l'organisation
de la kermesse locale de mon village, et dans nos villages, c'est très important aussi, les kermesses locales. Et surtout, ça demande beaucoup d'implication. Et j'ai voulu en fait poursuivre cet engagement au sein du conseil communal. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, ça a relativement vite marché, puisque je me suis retrouvée échevine à 23 ans, la plus jeune échevine de mon arrondissement à une époque. C'est quand même relativement lointain. Il n'y avait pas encore énormément de jeunes en politique. Depuis, heureusement, il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes. Et ça s'est beaucoup diversifié et c'est tant mieux. Dernière question de présentation. Vous diriez que vous êtes plutôt musique classique ou chant scout ? Chant scout sans aucune hésitation. Alors même si j'adore le classique et que j'ai fait 10 années de piano quand j'étais plus jeune, je viens d'ailleurs de m'y remettre, mais plutôt pour faire des chansons. Et je suis responsable de l'unité scout de Herve depuis 2 ans maintenant. Alors je me suis complètement replongée dans cette ambiance scout, dans les chants, dans les animations et surtout dans ce bonheur d'être avec des jeunes en 18 et 25 ans et des jeunes qui sont eux aussi complètement impliqués, complètement engagés pour animer les enfants. Les mouvements de jeunesse, on en a beaucoup parlé cet été. Comment est-ce que vous décririez, vous, l'importance que ça a eu dans votre développement personnel ? Moi, je pense que je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas été au Patro, si je n'avais pas connu cette ambiance de vie en communauté, cette action qui est quand même importante, à savoir, j'apprends à connaître l'autre et ça me permet de mieux me connaître moi. Et puis, quand on a beaucoup reçu dans les mouvements de jeunesse, on a envie de donner. Et donner, c'est être animateur. Les animateurs, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs idées. Et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire quand j'étais jeune. J'ai encore aujourd'hui beaucoup de plaisir à le faire maintenant, plus vieille, mais avec des jeunes animateurs. Alors, il est temps déjà d'entrer dans la première partie du podcast, celle où on va donc vous observer en tant qu'animal politique. Parce que oui, l'homme, la femme, nous sommes tous des animaux politiques. Mais certains donc le sont plus que d'autres. Et ceux-là, quand on les observe, c'est souvent avec une loupe qui a parfois un effet optique déformant. Les êtres politiques, ils sont scrutés, ils sont étudiés en permanence par le plus grand nombre. C'est normal, ça, selon vous ? Ça vient avec la fonction, ça fait partie du job ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'était moins comme ça il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, oui, on était observé, mais par le citoyen dans la rue. Si on promettait des choses et qu'elles ne se réalisaient pas, eh bien évidemment, les citoyens, et c'était bien légitime, venaient dire « Oui, mais vous aviez annoncé que vous alliez résoudre telle situation ou tel problème ». Les médias aussi, les journaux se préoccupaient de ce qui se passait dans les communes et dans les parlements. Aujourd'hui, il y a une énorme caisse de résonance en plus, c'est celle des réseaux sociaux. Et là, évidemment, plus personne ne peut faire un pas sur son trottoir en tant que personnalité politique sans se dire il y a peut-être quelqu'un qui filme avec une caméra, ça va peut-être se retrouver demain sur Twitter ou sur Facebook, et ça, c'est vraiment, je trouve, un enjeu très important et qui est, pour moi en tout cas, relativement difficile à vivre en tant que mandataire public. Alors vous allez me dire, ça vaut pour d'autres personnes. Tous ceux qui sont amenés à prendre des responsabilités dans le secteur privé, dans le secteur non marchand, un enseignant aussi, qui est aussi une personnalité publique dans son école, eh bien, c'est un enjeu finalement, le fait que tout peut se retrouver sur les réseaux sociaux, qui n'existait pas du tout au moment où moi j'ai commencé, par exemple. Est-ce que ça veut dire que, du coup, un animal politique, il pense, il surveille en permanence ce qu'il fait ? Ça devrait peut-être être ça, mais moi je pense que c'est impossible. Et qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Et donc on a une vie personnelle, on a une vie privée, on a une vie avec des amis. Et ça paraît tout à fait logique qu'on puisse vivre cette vie-là sans se dire « je vais être constamment jugé ». Et pourtant, malheureusement, c'est le cas. Mais je pense vraiment qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a des enjeux d'éducation et des enjeux aussi de réglementation encore à approfondir. Alors des règles existent. Malgré ça, malgré tout l'encadrement qui existe, il y a encore beaucoup de débordements. J'ai été très touchée, moi, personnellement, par le livre de Myriam Leroy, qui s'appelle « Les yeux rouges ». Et donc, cette chroniqueuse très connue de la RTBF a été, à un moment donné, harcelée, mais vraiment toujours par la même personne. Et elle a eu beau porter plainte, il a fallu très, très, très longtemps pour arriver à des pistes de solutions. Donc, il y a réellement des actions à mener encore sur ce terrain. Et quand vous parlez d'éducation, vous parlez donc d'éducation aux médias, ça devrait passer par là, on devrait apprendre à utiliser les réseaux sociaux ? Alors l'éducation aux médias, oui, elle fait déjà partie des compétences aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça doit être amplifié avec l'évolution de la société et ça doit être mis en place relativement tôt parce que l'enfant
dès les primaires, est exposé à l'ensemble des médias. Alors, il doit y avoir des techniques pour expliquer ce qu'on peut faire pour se protéger soi, mais ce qu'on ne doit pas faire non plus pour éviter d'agresser les autres. C'est exactement la même chose que ce qui se passe dans une cour de récréation. Et donc l'apprentissage, pour moi, doit se faire le plus tôt possible, avec des outils qui commencent à exister. Il y a le Conseil supérieur de l'éducation aux médias qui produit des outils très intéressants. À mon avis, il faudrait peut-être davantage aussi les faire connaître. Vous avez l'impression que notre pratique des réseaux sociaux, elle n'est pas encore mature, en fait, qu'on est seulement en train de comprendre ce qui est là à notre disposition et comment il faut l'utiliser? Oui, je pense surtout qu'on ne maîtrise pas, et je le dis pour moi-même en premier, tous les algorithmes qui sont derrière et qui font par exemple ces algorithmes que ce sont les messages les plus clivants qui apparaissent en premier sur les fils d'actu. Et donc plus vous êtes dans les extrêmes, que ça soit en termes d'agressivité verbale ou en termes d'idées même politiques, eh bien plus vous êtes dans les extrêmes, plus vous apparaissez dans les fils. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me choque profondément et qui fait partie intrinsèque des réseaux, donc on doit pouvoir l'apprivoiser et vivre avec, même si idéalement, ça devrait aussi être mieux régulé. Ça, je pense que le travail doit se faire également au niveau européen. Donc, en tant que personnalité publique, évidemment, vous êtes particulièrement exposé sur les réseaux, mais vous êtes aussi, on attend aussi que vous les utilisiez comme outil de communication. Ici, au sein des engagés, vous êtes parfois sollicité par l'équipe de communication pour les utiliser davantage. On peut dire, c'est pas un secret, que vous faites plutôt partie des résistantes à ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement un outil de communication, les réseaux sociaux, il y a une idéologie derrière. Tout à fait. Pour moi, il y a derrière le fait que tout devient public et tout devient accessible. Donc en soi, c'est une richesse. Mais à partir du moment où ça peut complètement vous pourrir la vie, et j'ai vécu des moments assez difficiles quand j'étais ministre de l'Éducation, où là, j'essayais vraiment de communiquer de manière pédagogique sur ce qui se passait, et où finalement, c'était des injures qui se retrouvaient sur mon fil. Certains de mes amis qui parfois lisaient mes fils d'actu m'appelaient pour me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est super choqués. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas enlever ces messages ?» Et c'est vrai qu'au début, j'hésitais à les enlever. Et aujourd'hui, je suis passée un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire je publie de moins en moins. Et j'essaye de peut-être faire connaître ce que je fais, les idées que je propose, d'une autre manière, en travaillant davantage avec des réseaux d'amis réels plutôt que des amis virtuels. Cette exposition exagérée, c'est une source de souffrance. Et du coup, est-ce que c'est une forme de frein à l'engagement, vous pensez ? Plus je discute avec des collègues qui sont parlementaires ou qui sont simplement mandataires locaux, conseillers communaux, conseillers de CPS, plus je discute avec eux, plus je me rends compte que ça pourrait devenir un frein. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas dedans, quand vous vous mettez sur une liste, vous n'imaginez pas du tout l'ampleur que ça peut prendre. D'où l'importance sans doute aussi de former les futurs mandataires, les candidats, à la manière de gérer les réseaux sociaux, à la manière de se construire une forme de barricade finalement autour de soi pour se protéger et pour en souffrir le moins possible, mais pour quand même les utiliser. Parce que très clairement, quand on veut faire passer un message, c'est un outil intéressant. L'image des politiques n'est pas nécessairement toujours très reluisante. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux notamment. Et si on doit faire un micro-trottoir dans la rue sur ce que les gens pensent de la politique, les qualificatifs qui vont sortir ne sont pas nécessairement les plus élogieux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous affecte ? Cette forme de rupture de confiance entre les citoyens et la politique, cette image négative finalement d'une fonction dans laquelle vous avez investi énormément de votre temps et de ce que vous êtes. Alors, j'ai pas envie que ça m'affecte parce qu'en fait, ça fait 25 ans qu'on dit la même chose. Ça fait 25 ans qu'on dit qu'il y a un grand écart entre le citoyen et les mandataires publics. Ça fait 25 ans qu'on dit que ce sont des profiteurs, tous des pourris, tous des parvenus. Il y a eu en plus des affaires en région wallonne qui ont, c'est vrai, renforcé cette image-là. Et moi, personnellement, je ne me suis jamais sentie visée. Je n'ai jamais fait partie de cette finalement classe politique qui s'est peut-être largement servie. Je pense notamment à ce qui s'est passé avec l'affaire Netis à Liège. Je n'ai jamais cumulé beaucoup de mandats pendant 2 ans, parce que ça se mettait comme ça à ce moment-là, et aussi parce que c'était encore autorisé. J'ai été échevine et députée fédérale. Ça a duré 2 ans, et moi j'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi, qu'un engagement, je préférais le faire dans une seule assemblée et à temps plein. Et donc c'est ce que je fais depuis très longtemps maintenant. Donc je ne me suis pas sentie affectée par rapport à ça, mais je peux comprendre que certains se sentent touchés. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène quand même tous dans le même sac ? Vous ressentez pas ça parfois ? Si, tout à fait. Mais justement, moi j'ai envie de me dire que je suis aussi un citoyen lambda.
une maman qui, pendant des années, a été conduire ses enfants à l'école, qui fait les tartines le soir, parce que je les fais le soir avant et pas le matin, qui aujourd'hui se promène dans la rue avec son chien. Et j'ai beaucoup de chance, parce que dans ma ville, à Herve, je ne me sens pas du tout agressée. Il n'y a pas des gens qui viennent me trouver en me hurlant dessus. C'est arrivé quand j'étais ministre, mais aussi beaucoup moins dans ma commune, mais beaucoup plus dans d'autres endroits, ou alors par des personnes qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Je pense que quand on vit réellement dans son quartier, dans sa ville, les gens comprennent que vous n'êtes pas qu'une personnalité politique, mais que vous êtes aussi tout simplement un citoyen. Et si cette image que les gens ont de la politique est erronée, est-ce que vous serez en mesure de dire ce qui fait l'ADN d'un être politique ? Qu'est-ce que vous partagez, vous avez l'impression, avec vos collègues ? Je dirais la première chose, c'est l'engagement. Alors je sais que ça fait un peu bateau parce qu'on s'appelle depuis peu les engagés, mais quelqu'un qui démarre dans un conseil communal ou dans une assemblée parlementaire, c'est qu'il a envie de s'engager, de prendre du temps, de devenir un relais pour les citoyens vers les institutions, quel que soit l'endroit de ces institutions. Et ça, je pense que c'est un point commun qu'on partage de manière très forte avec beaucoup de parlementaires. Alors certains vont dire, oui, les parlementaires, ils font ça pour être vus ou pour gagner de l'argent. Effectivement, le salaire de parlementaire, il est plutôt confortable. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est ce qu'on reverse au parti, au mouvement dans lequel on est, qu'on reverse aussi pour aider les mandataires locaux ou la section locale. Et ça explique parfois beaucoup de choses. Donc il y a aussi une image fausse qui est donnée à ce niveau-là. Ça passerait par de la pédagogie, alors, de cette réconciliation entre les politiques et les citoyens ? Je pense que ça passe en tout cas par beaucoup de sincérité. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir, par exemple, à aller chaque année, plusieurs fois par an, dans les écoles, puisque y a des associations qui organisent des débats citoyens avec tous les partis, évidemment, puisqu'il faut que ça soit pluraliste, avec généralement des élèves de 5e ou de 6e secondaire. C'est intéressant parce que eux se posent leurs premières questions, ils seront amenés à aller voter dans 2 ou 3 ans. Et à chaque fois qu'on a des débats avec ces jeunes, ce que j'en retire, c'est qu'en fait, dès qu'on peut expliquer, dès qu'ils peuvent poser des vraies questions sans langue de bois, et ils le font, c'est vraiment très bien d'ailleurs, eh bien, on arrive à beaucoup mieux se comprendre. Et puis après, ils viennent discuter avec nous, ils disent « Ah, mais je crois que je vous ai vu à tel endroit, à tel concert. » Ben oui, c'est possible que c'était moi, et parce qu'on continue aussi à avoir une vie. Vous évoquez l'école. Avant de devenir une politique professionnelle, vous étiez donc enseignante, prof de français. On sait que l'école doit être apolitique. Pas question d'y faire du prosélytisme ou de retrouver des interviews de présidents de parti, par exemple, dans les manuels scolaires. Mais est-ce que l'enseignement, c'est pas nécessairement politique ? Est-ce que c'est pas là que ça commence, la politique ? Ce que je veux dire, c'est que, suivant ce qu'on choisit d'enseigner ou pas, suivant qu'on va mettre les élèves en compétition ou plutôt favoriser la collaboration entre eux, suivant qu'on mette en place un système vertical ou un système horizontal, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de transmettre une certaine vision du monde, de défendre des valeurs, d'implémenter finalement une façon de faire la société ? Et puis la rhétorique, est-ce que c'est pas l'ancêtre de la politique ? Est-ce que l'école c'est politique ou c'est pas politique ? Mais tout est politique autour de nous et donc l'école aussi. Un enseignant ne sera jamais neutre. On essaye de nous faire croire ça, mais un enseignant, il n'est pas neutre tout simplement parce qu'il a déjà son propre vécu et que, à travers les explications qu'il peut donner et la manière dont il va les donner, effectivement, sa pédagogie, ses méthodes, il peut faire passer certaines idées sans même parfois le vouloir et sans même parfois le savoir. Mais ce n'est pas en soi un problème parce que les élèves, le long de leur parcours scolaire, ils vont rencontrer énormément d'enseignants. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est que sans doute, certains vont leur faire passer le goût de la lecture et d'autres l'envie de sortir faire du sport tous les jours. Ça aussi, c'est une forme d'être à la vie et c'est une manière de fonctionner. Et donc on pourrait se dire que ça fait partie aussi de la politique. La politique, ça vient de polis, donc la cité, la gestion de la cité. Une école, c'est un peu comme une mini-cité, c'est une mini-société. Si vous êtes enseignant ou que vous êtes éducateur et que vous proposez aux élèves de discuter le règlement, de discuter avec eux de ces fameux shorts trop courts ou interdits, du bout de ventre qu'on va voir ou qu'on ne va pas voir, eh bien, vous êtes en plein dans la politique parce que vous essayez
de gérer cette vie en société et qu'elle se passe le mieux possible et qu'il y ait le moins de frustration et le plus d'harmonie. Et ça, je pense que c'est en soi aussi très très important que l'école puisse le faire. On parle souvent de l'école comme un lieu d'éducation à la citoyenneté active qui permettrait finalement peut-être d'être ce premier palier de réconciliation entre la politique et les citoyens. Mais est-ce qu'il y a de la place pour la démocratie dans l'école? Parce que les écoles sont quand même souvent perçues comme des lieux assez finalement verticaux, organisés de façon assez autoritaire. Est-ce qu'il y a de la place pour la démocratie dans les écoles? Oui, très clairement, il y a de la place. Maintenant, le problème réel, c'est que les personnes qui sont dans l'école, donc les enseignants, les éducateurs, manquent parfois de temps. Les enseignants, on leur demande de faire passer toute une liste de compétences à leurs élèves, de les travailler pendant l'année. Et dans ces compétences, il peut y avoir des compétences de travail de la démocratie d'ailleurs. Mais en attendant, ils sont obligés d'abord de faire ça avant de pouvoir peut-être discuter d'enjeux liés au bien-être à l'école. Et je donnais l'exemple tout à l'heure du règlement. C'est pas innocent. On sait que ça a de plus en plus un impact. La manière dont on gère les téléphones dans l'école, la manière dont on gère l'habillement, la circulation, les ambiances dans les cours de récréation, ça fait partie d'une certaine manière de la démocratie. Lors du premier épisode, j'avais demandé à Christophe de Beuquelard si c'était possible d'avoir des amis en politique. À vous, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on s'amuse en politique? Parce que vu de l'extérieur, ça a l'air d'être finalement quelque chose d'assez pénible, d'assez long et fastidieux. Est-ce qu'il arrive qu'on s'amuse en politique? Oui, et heureusement, parce que moi j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à exercer mes différents métiers ou mes différents engagements, parce que pour moi la politique c'est pas réellement un métier, c'est plutôt un engagement. Tout comme enseignante, pour moi c'était aussi un engagement. Et si je prenais pas du plaisir dans ce que je fais, je ne le ferais plus. Et vraiment, dans les parlements, on peut effectivement beaucoup s'amuser dans les pauses, mais parfois aussi dans les débats, parce que avoir un débat, si on arrive à une vraie solution, on y prend du plaisir, et si on arrive à une solution qui, par exemple, est concertée quand on est dans l'opposition avec la majorité, et surtout que cette solution, il y a une vraie plus-value pour le citoyen, alors là, on prend énormément de plaisir. Alors de là à dire qu'on s'amuse et qu'on danse sur les tables, c'est pas du tout ça, mais c'est pas non plus le but. Il y a d'autres moments pour ça, et c'est vrai que on vit dans les groupes politiques des moments conviviaux où on se retrouve, par exemple, pour une mise au vert où on réfléchit toute la journée, où on cogite, mais où après la journée, on passe du temps ensemble dans un événement. Et donc c'est d'ailleurs ce qu'on a fait vendredi dernier. C'était très sympa. Ça crée un esprit d'équipe, tout comme ça existe aussi dans tous les autres métiers d'ailleurs. Il est temps maintenant d'aborder la deuxième partie du podcast, celle où on va plutôt décrire l'habitat politique. Là, on va davantage s'intéresser à votre fonction. Et donc là, l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est le Parlement. Le Parlement de Wallonie et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On l'a déjà un peu évoqué en introduction de ce podcast, mais quand on a été déjà 2 fois ministre et qu'on revient au Parlement comme simple député, on se sent à l'étroit un peu? Non, pas du tout. En fait, il y avait plein de gens qui m'avaient dit que ça allait être difficile. J'ai pris un mois de congé, comme tout le monde, à ce moment-là, après les élections. Et puis, quand je suis revenue, je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'impliquer dans des dossiers qui me tiennent à cœur. C'est là que j'ai commencé à rédiger une proposition sur la lecture. Et puis, voilà, d'autres idées sont venues. Je travaille au Parlement wallon sur des enjeux d'aménagement du territoire et d'agriculture. Et puis, il y a eu ces fameuses inondations. On a eu une commission inondation dans laquelle je me suis beaucoup impliquée. C'était tous les vendredis. On a reçu énormément d'experts. On apprend énormément de choses et on ne reporte plus jamais le même regard sur le développement du bâti, de l'urbanisme et sur le développement de sa propre région quand on sait que c'est notamment ma région qui a été fort touchée. Aujourd'hui, je ne me promène plus chez moi sans regarder la manière parfois dont les ruisseaux se comportent, la manière dont on a peut-être trop imperméabilisé, donc mis trop de béton sur certaines zones et donc ça provoque des gros soucis. Donc voilà, très clairement, je ne me suis pas sentie du tout à l'étroit. Pourquoi ? Parce que j'ai complètement ouvert mon horizon sur d'autres enjeux. Et c'est ça aussi, en fait, être mandataire, c'est élargir sa propre compétence à d'autres en se faisant aider par des experts,
par des citoyens qui s'y connaissent ou par des citoyens tout simplement qui vivent sur le terrain et qui sont acteurs. Oui, parce qu'on a parfois l'impression que le député il doit maîtriser toute une série de compétences, toute une série de dossiers qui doit finalement être presque de l'ordre du surdoué. Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez être un jour ministre de l'Éducation et le lendemain devenir experte sur les questions d'inondation, par exemple? Alors, je ne dirais pas que je suis experte sur les questions d'inondation, mais j'ai appris beaucoup de choses et dorénavant, j'y suis beaucoup plus attentive. Et donc, mon rôle en tant que parlementaire, c'est qu'on représente les citoyens. Donc, je me sens beaucoup plus apte... On ne vous demande pas d'être experte, en fait. Je me sens beaucoup plus apte à représenter des citoyens qui, aujourd'hui, craignent par rapport aux enjeux climatiques, que ce soit les inondations ou la sécheresse. Je me sens beaucoup plus apte, aujourd'hui, à pouvoir relayer ces enjeux-là, à pouvoir interpeller les ministres, les gouvernements qui, eux, ont des leviers d'action. Et s'ils ne mettent pas en place ces leviers d'action, c'est notre rôle de parlementaire, d'autant plus dans l'opposition, d'aller les secouer, d'aller leur dire « là, ça ne va pas, là, il faut agir ». Et donc, très concrètement, c'est ce que je fais au quotidien. Le travail quotidien d'un parlementaire, ce n'est pas que rédiger des textes ou discuter dans des commissions de textes, ça en fait partie, mais c'est aussi être en amont et en aval dans des réunions de terrain avec des acteurs, avec des syndicats, des directeurs d'école quand c'est pour l'enseignement, avec des experts ou des spécialistes en hydrologie quand c'est par exemple sur les inondations, pour prendre ces deux cas-là. Ouais. En tant que justement ancienne ministre, est-ce que parfois vous ne vous sentez pas un peu comme une belle-mère? Parce que la politique finalement qui est pratiquée en matière d'éducation depuis 3 ans, c'est vous qui l'avez fait éclore avec le pacte d'excellence. Est-ce que ça rend plus difficile le rôle d'opposition quand il y a une filiation comme ça finalement dans la politique, même si c'est plus votre parti qui l'applique? Alors, ça pourrait rendre ça plus difficile si je faisais partie de ceux qui font de l'opposition en disant tout le temps non. Moi, c'est pas du tout mon style. Et donc, à chaque fois que quelque chose se met en place et que c'est bien mis en place, j'aurais tendance plutôt à féliciter la personne qui le fait, et donc la ministre de l'Éducation, plutôt que d'aller dire non. Vous savez, c'est comme ces petits-enfants, il y a un âge assez typique, c'est 2 ans, je pense, où l'enfant dit tout le temps non. Non, non, non. Mais évidemment, il a 2 ans, il sait pas dire grand-chose d'autre, et il propose rien. Et en fait, c'est vraiment ce que nous, on n'a pas envie de faire au niveau du groupe des engagés, c'est de dire non à une politique qu'un ministre mettrait en place, et surtout de ne rien proposer d'autre. Donc à chaque fois que quelque chose nous déplaît, ou qu'on estime que c'est pas du tout la bonne réponse au problème, eh bien, on essaie de proposer une meilleure réponse, d'autres pistes de solutions, et on essaie de les concerter. Et en fait, c'est réellement ça, moi, je trouve, qui fait la richesse de l'engagement, c'est quand on arrive à venir avec des solutions concrètes qui conviennent au plus grand nombre. Alors ça paraît un peu bateau, mais c'est pas si simple, et on voit d'ailleurs dans les majorités les plus importantes, comme dans la Vivaldi, comme c'est difficile de réconcilier tout le monde, et comme parfois on arrive juste au plus petit dénominateur commun, et là c'est trop faible. Donc il faut pouvoir rester ambitieux, et ici je pense qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment, les pistes de solutions qui arrivent, en enseignement, elles sont souvent très intéressantes, et nous, on amène en plus des idées supplémentaires. Je pense à un dossier très concret qui existe depuis plusieurs années, pour lequel on avait déjà amené quelques solutions, mais qui va devoir se renforcer, c'est la pénurie des enseignants. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui sont attirées par le métier, à la fois par les études, mais aussi par le fait de venir enseigner à des élèves. Moi, j'ai l'impression qu'on doit activer encore beaucoup plus de leviers. Il y en a quelques-uns qui sont activés. Par exemple, on doit vraiment valoriser l'ancienneté de quelqu'un qui vient d'un autre secteur, qui pendant 20 ans a eu une autre carrière, puis qui voudrait devenir enseignant et se former pour le faire. Étudier pour devenir enseignant, aller trouver un jeune aujourd'hui de 17 ans, il n'en a pas envie. Pourquoi ? Notamment parce que l'expérience qu'il vient de vivre depuis 2 ans de l'enseignement, c'est sous Covid. Donc on pourrait, je pense, utiliser justement ces fameux réseaux sociaux pour monter des campagnes médiatiques sur qu'est-ce que c'est vraiment être enseignant, interviewer des enseignants dans leur classe, des élèves qui sont qui pensent que vraiment ce que leur enseignant leur a apporté a construit ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je crois qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien. Et donc, ce sont des dossiers sur lesquels j'aime beaucoup travailler et je prends toujours beaucoup de plaisir. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'on comprend évidemment le sens profond de cette façon de faire de l'opposition constructive, mais est-ce que c'est pas, en matière de stratégie politique, une façon de se saborder, parce qu'on sait que l'opposition, c'est souvent médiatiquement la position idéale pour exister, simplement justement en poussant des gueulantes, en s'opposant. C'est beaucoup plus difficile, j'imagine, d'être entendu, d'être vu quand on fait ce type d'opposition constructive. Alors complètement. Si je voulais exister médiatiquement, il faudrait qu'à chaque fois
la ministre de l'Éducation dit quelque chose, je dise le contraire ou je dise c'est nul, on peut mieux faire. Alors plein de choses sont améliorables. Mais c'est absolument pas dans ma personnalité d'aller commencer à gueuler. Il y en a d'autres qui le font très bien. D'ailleurs, dans un mouvement politique, il peut y avoir plusieurs postures. Il peut y avoir des personnalités qui sont beaucoup plus au clash et ça peut aussi très bien passer. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le fais pas non plus dans ma commune à Herve, où je suis dans l'opposition également et où j'ai fait partie de la majorité il y a des années. On vient avec des nouvelles idées. On essaye de corriger ce qui ne se fait pas correctement. Mais on est très, très, très rarement dans la gueulante. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont avec moi à Herve ont aussi un peu la même manière de fonctionner. Et parfois, on a certains de nos supporters qui viennent nous trouver dans la rue et qui disent « Ouais, vous n'avez pas gueulé au conseil communal !» Ben non, c'est pas notre méthode. Maintenant, nous, ce qui compte, c'est aussi nos idées et la manière dont elles peuvent, à un moment donné, percoler. Alors, on verra au résultat des prochaines élections, finalement, quelles étaient les meilleures postures. Mais c'est vrai que j'ai connu des personnes dans l'opposition, par exemple Françoise Berthiaud, qui était mon opposante quand j'étais ministre de l'Éducation. Elle était MR ici à Bruxelles. Et elle avait quelques chevaux de bataille, notamment le fameux décret inscription. Et à chaque fois qu'elle pouvait gueuler là-dessus, elle le faisait. Est-ce que ça a marché ou pas ? Est-ce que le MR a gagné des sièges ou pas ? J'ai pas fait l'analyse, mais en tout cas, chacun doit le faire en fonction de sa personnalité. Un mot peut-être de la fonction de ministre que vous venez d'évoquer. Un jour, subitement, vous êtes désigné ministre pour remplacer Marie-Dominique Simonet. À ce moment-là, vous avez quoi ? Vous avez 36 ans, c'est ça ? Oui. Et le premier jour, vous arrivez dans votre cabinet, d'un coup, c'est vous la bosse. Comment on gère ça ? Comment on enfile le costume comme ça du jour au lendemain ? On gère ça grâce à une équipe. Et en fait, l'équipe dans laquelle j'arrivais, qui avait été construite par Marie-Dominique Simonet, son chef de cabinet, son attaché de presse, ces personnes étaient ultra compétentes. Elles m'ont briefé pendant plusieurs heures, en tout cas pour le démarrage. Et puis par la suite, j'ai énormément potassé. Je suis partie en vacances, j'étais désignée en juillet, je suis partie en vacances avec 3 caisses de dossiers, avec énormément de choses à lire et à comprendre. Et heureusement, j'avais cette chance de venir du monde de l'école. Et donc, quand on me parlait de PO, de réseau, de compétences, de référentiels, c'était des termes qui ne m'étaient pas du tout étrangers et que je connaissais. Parce qu'il y a énormément d'acronymes dans l'enseignement. Ça, c'est vraiment un endroit assez sympathique pour ça. Je m'étais d'ailleurs fait des listes avec tous les acronymes des syndicats, parce que je ne connaissais pas à l'époque tous les syndicats. Je me suis rattrapée depuis bien, je pense. Et donc voilà, je suis arrivée de manière très positive parce que l'équipe était ultra compétente. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même été un peu surprise, je ne m'y attendais pas vraiment. À l'époque, c'était Benoît Ludgen qui était président et il m'a appelé le vendredi après-midi. On avait appris le jeudi que Marie-Do, en plus, était gravement malade, donc on était tous assez touchés. Et il m'a appelé le vendredi après-midi pour me demander si je pouvais monter le voir à Bastogne. Et même à ce moment-là, j'avais encore du mal à comprendre. Et puis, voilà, ça s'est fait en une nuit. Et puis, 2 mois pour rentrer dans les matières, juillet-août. Et c'est une expérience que je n'oublierai jamais, parce qu'en plus, j'ai eu la chance de pouvoir clôturer les dossiers que Marie-Dominique avait entamés, qui était aussi une démarche qui me convenait bien, à savoir, on ne fait pas d'énormes réformes basculantes à ce moment-là. Le monde de l'école a besoin de retrouver de la confiance, le monde de l'école a besoin aussi de sérénité. On était en 2013, et c'est ce qu'elle avait construit pendant 4 ans, et les échos d'ailleurs que j'ai toujours aujourd'hui d'elle, et de cette méthode, d'une méthode progressive, de petits pas, et surtout d'écoute du terrain, c'est une méthode qui a beaucoup plu, et donc les gens m'en reparlent encore aujourd'hui. Ouais, c'était mieux de commencer avec ça que de débuter avec une réforme comme le pacte d'excellence. Ah, ça c'est clair qu'il valait mieux avoir d'abord apaisé l'ensemble du système scolaire avant de se dire on doit améliorer les choses et voilà comment on va le faire. C'est vrai que la méthode du pacte, par contre, elle a été, je pense, très intéressante parce qu'elle a aussi été beaucoup concertée. Alors forcément, peut-être pas avec chaque enseignant, ça c'était compliqué, mais avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de représentants des enseignants. Et aujourd'hui, c'est peut-être encore quelque chose à faire, et que je répète d'ailleurs à la ministre, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle réforme arrive et qu'elle est en lien avec le pacte, il faut organiser des processus participatifs pour que les enseignants puissent donner leur avis et qu'il y ait une vraie interaction par rapport à ce qui se met en place. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui est difficile aussi, parce que vous pouvez mettre en place le processus participatif que vous voulez. Au final, c'est vous, en tant que ministre, qui décidez.
c'est compliqué ça, non? D'assumer des décisions. J'ai revu une petite anecdote assez surprenante. Donc, vous étiez ministre et vous vous étiez déguisé, si je me rappelle bien. En tout cas, vous aviez changé de coiffure, vous étiez lissé les cheveux pour aller assister à un débat organisé par l'opposition, par les libéraux. C'était quoi l'idée? C'était justement de pouvoir aller défendre sur le terrain, bec et ongle, vos idées, vos décisions et pouvoir les assumer? À l'époque, c'était pas encore mes décisions du tout. C'était plutôt justement l'avis numéro 3 du pacte, donc qui avait été co-rédigé par les syndicats, par les réseaux d'enseignement, par les associations de parents, et par les 2 pilotes du pacte, qui étaient des personnes à l'administration. Donc cet avis numéro 3, il est sorti, et puis moi, je me le suis approprié, mais j'ai pas écrit une ligne de cet avis. Mais par contre, ce que j'avais appris, c'est que certains députés du MR allaient présenter des PowerPoint dans les sections locales, MR, et expliquaient certaines choses sur le pacte. Et certaines choses étaient tout à fait vraies, et d'autres étaient assez exagérées et biaisées. Et donc, quand un conseiller communal me dit « Tiens, au fait, il y a un événement comme celui-là demain chez moi, est-ce que tu n'enverrais pas quelqu'un du cabinet qui viendrait juste expliquer, ça c'est juste, ça c'est faux, c'est pas écrit comme ça, etc. » Et j'ai dit « Ça tombe bien, je n'ai rien demain soir, je viens. » Mais je savais que si j'arrivais avec mes boucles, tout le monde allait se dire « Elle est là, on n'osera pas parler, etc. » Donc oui, c'est une manière d'arriver un tout petit peu incognito et d'aller discrètement écouter ce qui se disait. Et en fait, on a passé une très bonne soirée parce que la discussion a été complètement ouverte avec le député qui avait organisé, avec les citoyens. On a terminé par un verre convivial et il y a eu des vrais échanges et on a pu se dire voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il n'y a pas. Oui, mais nous, on pense quand même que ce serait mieux ça. Ok, c'est ça la démocratie et c'était un vrai débat démocratique, en fait, cette soirée-là. Mais c'est assez génial, enfin, c'est complètement disruptif comme façon de faire. J'ai jamais entendu parler d'un ministre qui se déguisait pour aller incognito dans des débats. Est-ce que ça manque pas un peu de ça, la politique, finalement, parfois, d'oser un peu faire les choses autrement et d'aller se mouiller là où les autres ne vont pas? Peut-être, maintenant c'est à chacun de faire suivant sa personnalité. Moi je n'aime pas. C'était quoi le déclic? Moi j'aime pas beaucoup être sur les réseaux, mais par contre j'adore être en contact avec les gens. Et donc quand on a mis en place le pacte, la première chose que j'ai dite, c'est il y a beaucoup d'enseignants chez qui ça ne va pas percoler, parce qu'ils vont pas lire les 300 pages, parce que ils se sentent pas concernés, parce qu'ils sont en 4e, 5e, 6e secondaire peut-être, et que voilà, c'était moi le pacte à ce moment-là. Donc j'ai dit, il faut qu'on fasse d'énormes rencontres où on invite tout le monde. Et donc on a fait une énorme tournée des provinces, et j'ai participé à, j'ai envie de dire, 20-25 soirées, où pendant 3 heures, devant 400 personnes, on expliquait, on discutait, on prenait des listes de questions, on réexpliquait, on remettait les phrases exactes telles qu'elles étaient écrites, les gens les interprétaient, et ça c'était pour moi vraiment un vrai processus démocratique. Il y a d'autres ministres qui le font, hein. Je sais que Carlo Di Antonio l'a fait à une époque quand il allait présenter la PAC, la politique agricole commune. Je pense que le ministre de l'Agriculture va le refaire. Oui, ça doit se faire plus parce qu'en fait, ça permet chaque fois d'être en contact avec les gens et d'avoir un contact réel qui n'est pas biaisé par le fait que vous êtes un ministre qui vient visiter telle école. Autre petite anecdote, quand je visitais une école, je commençais pas par aller dans la salle des enseignants, j'allais simplement dans les toilettes des élèves. Juste pour voir à quoi ressemblaient les toilettes des élèves, parce que c'est un bon signal pour une école quand ça se passe bien dans les toilettes, c'est qu'il y a un tout petit peu de bien-être déjà dans l'école. On a aussi l'impression, que ce soit pour un ministre, une députée ou même une bourgmestre, que l'emploi du temps, il est démentiel. D'ailleurs, on dit une vie de ministre, un agenda de ministre. Comment on intègre ça dans une vie de famille ? Alors nous, on avait une technique au cabinet qui était une technique intéressante. Dans la tranche d'âge 35-45 ans, on s'était tous mis d'accord. On ne met pas de réunion entre nous, entre 6h30 et 20h, d'office, parce que ce sont des heures qu'on consacre à la famille. Par contre, à 20h, tout le monde était de nouveau disponible. C'était avant le Covid, et pourtant il y avait quand même déjà beaucoup de moyens de communication, donc on communiquait énormément par mail, par WhatsApp, et on réglait pas mal de choses encore en soirée, mais pour quand même conserver un moment important, qui est le moment où, quand on a des enfants en bas âge, on a envie de manger un bout avec eux et de raconter une histoire avant d'aller dormir. Donc moi, j'ai pu préserver, j'ai envie de dire, 4 jours sur 5 ces moments-là. Après, il y avait des impondérables, et puis il y a aussi toute la représentation, il n'y a pas que le travail au Parlement. Et là, j'essayais de les organiser en fonction de ma vie de famille. C'est vrai que j'étais, et je suis toujours mère divorcée, donc j'avais une semaine qui parfois était
un peu moins chargée quand j'étais avec mes filles, et l'autre que je chargeais complètement, qui était rempli comme un œuf, mais ça ne me gênait pas, parce que j'étais dans l'action tout le temps, et puis j'adorais ce que je faisais. Puis j'ai eu la chance aussi de compter sur le papa de mes filles, qui était très très disponible. Et donc en fait, on y arrive comment ? De nouveau, en se concertant avec l'équipe, en essayant d'avoir des horaires les plus communs possibles, et puis en ayant un entourage bienveillant et qui vous donne un coup de main. Sans ça, c'est vrai que c'est un peu impossible. Alors, cette question, bizarrement, on la pose très rarement aux hommes, mais elle revient régulièrement quand on parle aux femmes. C'est pas un hasard, c'est parce que la société est encore organisée comme ça. Est-ce que c'est un frein, ça, à l'engagement des femmes en politique aujourd'hui ? Encore très clairement. Et là, c'est plus au niveau local que j'ai l'occasion d'en discuter. On a créé avec 3 collègues des autres partis qui sont dans l'arrondissement de Verviers. On a créé un petit groupe de discussion entre femmes. Alors, on n'a encore eu qu'1 ou 2 rencontres. D'ailleurs, il faut qu'on les relance, mais on est tous assez occupés. Et la première rencontre, c'était en visio, parce qu'on était encore en temps de Covid, avec les échevines, les conseillères communales, les conseillères CPS, uniquement entre femmes, sur qu'est-ce qui est un frein, quels sont les sujets dont vous souhaiteriez pouvoir discuter. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on faisait réellement un vrai partage d'expérience entre nous, et que ça restait encore une forme de culpabilité qui était peut-être plus intégrée chez la femme que chez l'homme, de se dire « je dois être là, présente pour ma famille ». Je dis que c'est peut-être quelque chose qui restait. Pourquoi ? Parce que c'était en train d'évoluer. Aujourd'hui, je vois énormément de jeunes papas qui privilégient des moments de famille plutôt que prendre un poste supérieur parce qu'ils ont moins envie de responsabilité que d'avoir du temps pour leurs enfants. Et ça, c'est réellement, je pense, un shift de mentalité qui est en train de se produire. Grâce à la politique ? Non, je pense pas grâce à la politique. Je pense parce que la situation aujourd'hui, les différentes crises qu'on traverse, amènent peut-être tout le monde à se poser les vraies questions sur ce qui est essentiel et se recentrer sur l'essentiel quand on a des enfants. Pour moi, c'est les enfants. Par contre, il y a des mesures politiques qui ont été prises et qui sont bonnes. Allonger le congé de paternité pour justement essayer aussi de le déculpabiliser. Parce que la femme se sentait coupable de ne pas être suffisamment chez elle, mais l'homme, il se sentait culpabilisé par son employeur de prendre 15 jours de congé de paternité. Pour moi, ou de prendre un congé parental. Pour moi, ça, c'est encore tout à fait anormal. Donc, il y a aussi des modifications de mentalité qui doivent se faire chez les employeurs. Et alors, elles commencent justement avec des employeurs qui sont plutôt dans la jeune génération et qui, eux aussi, même en tant qu'employeurs, en tant que chefs d'entreprise, ont envie de passer du temps avec leur famille, tout en se disant on peut aménager des moments où on sait gérer autrement, grâce aux techniques de gestion à distance, etc. On devrait d'ailleurs encore plus utiliser ça pour renforcer la vie de famille. Ouais. La crise du Covid a peut-être aussi boosté tout ça, quelque part. Oui, on peut l'espérer. Même si nous, au niveau du Parlement, parfois, je trouve que c'est très aberrant qu'on doive aller poser 2 questions parlementaires et qu'on ne puisse pas le faire en visioconférence alors qu'on pouvait en temps de Covid. Mais voilà, parfois, le Parlement devrait peut-être s'auto-appliquer une forme de modernité plutôt que de rester dans, parfois, c'est vrai, cette idée de tradition, comme si on restait un emblème de la tradition. Ouais, ou les cordonniers les plus mal chaussés. Ça peut être ça aussi, ouais. Oui. Est-ce que quand on se retrouve embarqué dans le grand cirque politique, on finit par se couper d'une certaine forme de réalité ? Je pose la question parce que je sais qu'il y a quelques semaines, pour répondre à la pénurie d'enseignement dont vous parliez tout à l'heure, vous êtes retourné enseigner dans votre école. C'est important, ça, parfois, de repasser par la salle des profs ? Ah oui, mais je crois que c'est important de rester en contact avec le citoyen, quel qu'il soit, régulièrement. Et de ne pas simplement monter dans sa voiture, arriver dans un parking, ou monter dans le train, c'est peut-être déjà mieux parce que justement, on rencontre aussi des citoyens et de pouvoir discuter avec eux au quotidien, quand vous êtes sur le marché, quand vous faites vos courses, quand vous allez faire une balade, quand vous êtes à un événement local, parce que voilà, les mandataires sont quand même très souvent sollicités pour être présents dans des événements locaux. Et là, c'est aussi un très bon endroit, en fait, pour ressentir les difficultés, ou bien les choses positives aussi, des citoyens dont on est les concitoyens, finalement. Ça fait partie de notre travail et de notre engagement que d'être à l'écoute de ce qui est vécu par notre voisin, par notre ami, par peut-être même parfois par le docteur qui nous soigne. Moi, très clairement, pendant le Covid, ma doctoresse, qui était très impliquée, elle me donnait son avis, elle me disait un peu ce qu'elle aurait aimé qu'on relaye plus haut. Et souvent, les gens disent « oui, mais plus haut, là, est-ce qu'ils savent ça ?» Et c'est vrai que, par exemple, dans ce qu'on a vécu au niveau Est-ce qu'ils savent ? Ça dépend. Au niveau des inondations, par exemple, à Verviers, j'ai eu l'impression que ceux qui n'étaient pas venus sur place pendant l'été, mais parfois aussi 6 mois après, parce
Parce qu'il faut y retourner aujourd'hui pour voir qu'il y a encore plein de choses à faire et que ça va prendre des années et que parfois, certains ont l'impression, et notamment dans le gouvernement aujourd'hui, voilà, il y a eu une commission, on a mis en place des recommandations, maintenant il faut se bouger pour ces recommandations, il faut les faire. Et ça va être mon job encore pendant les 2 années qui viennent, ça va être de vérifier que toutes ces mesures concrètes qui vont améliorer la situation, parce qu'elle n'est pas marrante dans des zones sinistrées, qu'elles soient réellement mises en œuvre et effectuées. On va finir, Marie-Martine Schins, comme on a commencé, avec 3 questions directes. Citez-moi un truc qui vous excite dans la nouvelle formule des engagés. Qui m'excite positivement ou qui m'énerve ? Oui, plutôt. Oh, je voulais choisir. Non, mais donc, ce qui me plaît dans la nouvelle formule, c'est déjà tout simplement le nom. En fait, parce que c'est peut-être bête et ça fait peut-être bateau de le dire, mais s'engager, c'est pas que s'engager en politique. C'est aussi être engagé dans la vraie vie, dans l'associatif. Et ça reste, on n'oublie pas d'où on vient du CDH, et le CDH, depuis toujours, défend l'engagement associatif, défend le secteur non marchand, défend tous ceux qui donnent de leur temps pour le mieux-être des autres. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN, que je vis depuis que je suis toute jeune, et que je retrouve complètement dans les engagés. Si les engagés reviennent au pouvoir en 2024 et qu'il y a un dossier, un seul, que vous pouvez faire aboutir du jour au lendemain, mais sans la moindre concession, ce serait lequel ? Alors, c'est une question compliquée, mais moi j'ai envie de dire que si c'est au niveau du Parlement wallon, on doit pouvoir décider d'aider davantage certaines villes. Et je pense à une ville en particulier, la ville de Verviers, qui était déjà en difficulté avant les inondations et qui a vécu les inondations. Elle a cumulé une difficulté de développement économique, d'essor culturel. Et tout ça, pour moi, on devrait un jour décider de mettre les moyens dans cette ville parce qu'elle le mérite et qu'elle a vécu des moments très compliqués à tout niveau. Et si à un moment donné, avec les engagés, on peut faire aussi, se faire l'écho de cette ville qui est très à l'est et qui parfois est un peu oubliée de ceux qui sont à Namur ou à Bruxelles ou à Charleroi, ce serait quelque chose que je porterais vraiment. Ma dernière question, vous ferez quoi après la politique ? Très clairement, je n'en suis pas encore sûre à 100%, mais j'ai très envie de retourner dans des classes. Très très envie. Donc je l'ai fait bénévolement pour aller donner un coup de main parce que pendant 3 mois, on cherchait un professeur de français remplaçant dans mon ancienne école à Verviers. J'ai retrouvé vraiment toutes les sensations, tout le plaisir que j'avais d'être avec les jeunes, de parler de littérature, mais aussi d'autres sujets, parce que je crois que c'est important aussi d'ouvrir le champ. Et donc j'aimerais beaucoup retourner enseigner, et à des élèves d'âge différents, pourquoi pas enseigner à des futurs enseignants. Ça, avec le passé que j'ai, et l'expérience, j'ai l'impression quand même que j'ai acquise de l'institution publique d'enseignement, de toutes les structures, que je pourrais apporter quelque chose à des futurs enseignants. Et ça, c'est juste une projection ou c'est quelque chose qui va se produire ? Parce qu'on a parfois l'impression qu'une fois qu'on est lancé en politique, on fait ça toute sa vie. Vous pensez qu'un jour, vous redeviendrez enseignante ? Oui, j'en suis quasi sûre à 100%, ou je veux dire à 90%. Pourquoi ? Parce que, contrairement à d'autres, j'ai commencé très tôt en politique. Et on est plusieurs dans ma génération à être dans le cas, mais c'était moins le cas avant. Et donc, ça paraissait logique que quelqu'un qui commence à 45 ans, s'il décidait de faire une vingtaine d'années, après, il ne se relançait pas dans une nouvelle carrière. Voilà, moi, je ne cache pas mon âge, j'ai 45 ans. Je pense que entre 40 et 50 ans, c'est le moment où on se repose les questions. On se dit, qu'est-ce que je veux pour la deuxième partie de ma vie ? Et donc, moi, l'enseignement me tient aux tripes depuis toujours. Et c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de refaire, oui. Merci Marie-Martine Schins. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire part de votre avis, de votre sentiment ou de vos idées. À bientôt.